Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de Leading in Uncertain Times. Mon nom est Alexandra Vanul. Je suis la Managing Director d'Elite 3 et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de pouvoir accueillir Barbara Dalibard qui depuis juillet 2016 est la CEO de SITA, donc la Société internationale des télécommunications aéronautiques, le leader mondial dans le domaine des technologies de l'information dédiées au transport aérien et présent dans plus de 170 pays à travers le monde. Elle est également membre du conseil de surveillance du groupe Michelin et membre de l'Académie des technologies françaises. Alors, Barbara a plus de 30 ans d'expérience dans le secteur des nouvelles technologies, au sein desquelles elle a occupé des fonctions à responsabilité, entre autres au sein de France Télécom Orange, où elle était membre du comité exécutif, au sein d'Alcatel International et également au sein de la SNCF, où elle occupait le poste de directrice générale SNCF Voyage et puis de SNCF Voyageurs. Barbara est une femme passionnée par l'innovation et donc à ce titre-là, elle a géré différents projets structurants et innovants au sein des entreprises au sein desquelles elle a travaillé. Et citons par exemple dans ce cadre-là le lancement du premier réseau Internet en France, donc en 1989, les premiers réseaux Wi-Fi en 2002, ou encore le premier TGV low cost au monde avec Ouigo. Barbara est une leader qui est passionnée par l'innovation, par ses équipes et par ses clients. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Barbara, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, Alexandra. C'est un plaisir. Alors Barbara, nous traversons aujourd'hui des temps assez inédits avec la crise du Covid-19, une crise sanitaire qui nous frappe au niveau international et mondial. Est-ce que vous pouvez nous partager quels sont les défis, les challenges majeurs que cette crise représente pour vous? Alors, pour vous en tant que femme, en tant que mère de famille, et puis en tant que leader d'une entreprise qui est présente dans plus de 170 pays à travers le monde. Oui, alors en fait, d'abord, je vais commencer par moi. C'est vrai que c'est un challenge parce que, en fait, avec mon mari, déjà, nous vivons, il est à Paris, je suis à Genève. On s'est fait attraper dans le confinement, je dirais, chacun dans notre ville. À un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'on travaille ensemble? Mais en fait, moi, je passe ma vie en téléconférence avec les équipes. Lui, c'est un grand physicien et il a besoin de réfléchir. Il écrit des bouquins, il prépare ses cours. Et donc, je me suis dit qu'on allait se marcher sur les pieds. Et donc, on a décidé de rester chacun de notre côté. Donc, effectivement, il faut qu'on communique là aussi à distance. Et que mes enfants, c'est pareil. J'en ai un à Londres qui, d'ailleurs, a attrapé le Covid. Et donc, effectivement, il faut en permanence vérifier que tout le monde va bien. J'ai une de mes petites filles de 3 ans qui l'a sûrement eu aussi, qui a été assez malade. Donc effectivement, il y a, au-delà du business, effectivement, s'assurer que les siens vont bien. Et ça, c'est une expérience. Alors sur la partie business, en fait, nous, effectivement, on est au cœur du cyclone, puisque CITA fournit ses services. En fait, on est une coopérative des compagnies aériennes. Donc, on fournit nos services à tous les compagnies aériennes et les aéroports partout dans le monde. Et donc, eux-mêmes, on le sait, au travers de cette crise, ont été les premiers impactés en mettant leurs avions au sol. Et donc, ça a un impact à la fois, je dirais, opérationnel, qu'est-ce qu'on fait pour eux, pour gérer cette crise, et puis aussi financier, puisqu'en fait, eux-mêmes n'ont plus d'argent, donc ils n'ont plus d'argent pour nous payer. Et donc, on a une crise financière majeure. Donc, il y a eu ces deux aspects. Et puis surtout, j'allais dire, le premier aspect, c'était aussi prendre soin des gens de CITA qui sont dans les aéroports et qui donc ont été extrêmement exposés finalement au virus dans tous les aéroports du monde. Et comment est-ce que vous avez géré cette situation-là? Donc, comment est-ce que vous avez géré vos équipes et votre organisation à travers cette crise? Alors, en fait, on a eu à CITA un peu le temps, j'allais dire, de s'adapter quelque part, parce que la crise a commencé par l'Asie. Donc, on avait nos équipes en Chine, à Singapour, dans les pays d'Asie, dans lesquels des mesures ont été prises assez rapidement. Et en fait, on en a tiré des leçons. Et dès le premier jour, en fait, on a mis en place des équipes. Alors là, vraiment pour s'occuper des employés, pour s'assurer qu'ils avaient le gel qu'il fallait, ils avaient les masques, etc. S'assurer, par exemple, à Singapour, on a un très très grand centre de pilotage de l'ensemble des opérations de CITA qui fonctionne 24 heures sur 24 pour aider, donc encore une fois, toutes les compagnies aériennes. Et comment est-ce qu'on arrive à mettre en place les consignes données par le gouvernement de Singapour, qui étaient assez drastiques, et d'ailleurs qui étaient bonnes au passage, pour s'assurer qu'effectivement, les gens ne se rencontraient pas, qu'on organisait les shifts, qu'on désinfectait absolument tous les écrans, que nos employés, encore une fois, étaient dans des situations de travail, j'allais dire, correctes. Donc, on a travaillé là-dessus dès le début.
Et du coup, quand la crise est arrivée en Europe, finalement, on avait sans doute un temps d'avance. Et alors moi, bon, effectivement, je suis dans un milieu très scientifique, donc je lis beaucoup et avec mes enfants la presse scientifique, et je me suis rendu compte assez rapidement que la crise était, je dirais, très grave. Et donc, vis-à-vis de nos employés, j'ai mis en place des mesures, en fait, avant les gouvernements européens, de confinement. Alors, d'abord des personnes à risque, telles qu'elles apparaissaient à ce moment-là, maintenant on en sait un peu plus, et puis très rapidement, 2 ou 3 jours après, de l'ensemble des employés de Sita. Alors, encore une fois, le sujet, c'était les gens qui étaient à l'aéroport, pour arriver à la fois à ce qu'ils puissent répondre aux besoins des clients et les protéger. Donc, ça a été le challenge. Mais en fait, donc, du coup, on s'est mis en avance de phase à être tous confinés et à devoir réapprendre à travailler ensemble. Donc, d'abord s'assurer que, je dirais, les équipes, les personnes vont bien, premier point. Ensuite, s'occuper aussi évidemment des clients, s'assurer qu'on est capable de leur rendre leur service 24 heures sur 24. Puis après, on a commencé à gérer la vraie crise, c'est-à-dire la crise économique. Et puis maintenant, s'occuper de ce qui va se passer après. Dans la gestion de la crise, le premier point sur lequel moi j'ai énormément insisté, parce qu'encore une fois, on s'est confiné très très tôt, c'était d'abord la communication. C'était de s'assurer que chaque employé de Sita avait un contact avec son management tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Et donc, moi, j'ai mon petit tableau, j'ai mon équipe de direction et tous les jours, je regarde avec qui j'étais en contact. J'allais dire vidéo. Alors, ça peut être dans une réunion, ça peut être du one-to-one, etc. Et je compte et je m'assure qu'effectivement, je m'assure qu'ils vont tous bien. Et donc, on a fait ça globalement pour être capable, effectivement, de capter les relations avec les employés, de s'assurer de leur bien-être, encore une fois, et de répondre à leurs questions. Et on a fait ça aussi en organisant des réunions. Donc, toutes les semaines, je fais une réunion. Donc, tous les jours, j'ai une réunion avec mon executive team, une réunion de crise. Toutes les semaines, j'ai une réunion avec les 400 leaders. Et chaque employé a au moins une fois par semaine une réunion d'information pour leur dire où on en est, ce qu'on fait, etc. Donc, ça, c'est important parce que ça permet d'avoir une réactivité forte et de capter des signaux très rapidement. Enfin, encore une fois, on a vu que la crise serait une crise économique dramatique pour nos clients et donc pour nous. Donc, on a eu à prendre des décisions difficiles et on savait qu'on devait prendre des décisions difficiles pour notre masse salariale qui représente un coût très important de chez Sita. Donc, en fait, là, j'ai discuté avec l'équipe de direction. J'aurais dit, si nous, on ne commence pas par nous, on ne va pas pouvoir imposer quelques mesures que ce soit. Donc, finalement, combien individuellement vous êtes prêts à donner? Et donc, j'aurais demandé de faire ça par SMS parce que je voulais qu'effectivement, ils puissent, on n'est pas toujours au courant des contraintes des gens, de combien vous êtes prêts à baisser vos salaires. Donc, ils m'ont envoyé leur petite proposition et on s'est mis d'accord sur le fait qu'ils baissaient leur salaire de 25%. J'ai décidé de baisser le mien encore plus, évidemment. Et ensuite, on a été sur la portée de direction suivante et on leur a dit, bah voilà, nous on fait ça, qu'est-ce que vous pensez devoir faire? Et donc, on leur a mis un peu moins parce que c'est normal. Il faut que plus on est payé, plus on doit contribuer. Et ensuite, ça nous a permis effectivement, une fois que tout le management, finalement, j'allais dire 150 top de l'entreprise avaient eux-mêmes accepté une décroissance de salaire tout en gardant, je dirais, leur activité, évidemment. On a travaillé sur des mesures, je dirais, qui étaient évidemment d'autant plus fortes que le salaire était plus élevé sur nos salariés. Et là, avec effectivement je dirais une réduction du temps de travail, puisqu'ils ont aussi moins de travail, qu'on a mis en place dans tous les pays. Ce qui m'était très important là, c'était l'équité. On sait que dans tous les pays du monde, les conditions sociales ne sont pas les mêmes. Et c'est souvent dans les pays du monde où les salaires sont les plus bas que les conditions sont les moins bonnes. Et donc de s'assurer que, je dirais, la personne qui se trouve, j'allais dire, en Inde, au Brésil, en Indonésie, elle n'est pas plus impactée que celle qui va se trouver en Allemagne, en France ou en Angleterre. Donc voilà, donc on s'est assuré de faire ça, mais ça a permis effectivement d'avoir des retours globalement assez positifs dans une décision qui est évidemment difficile à prendre pour les gens parce que c'est leur vie tous les jours. Dans une discussion précédente, vous m'avez partagé aussi la créativité dont ont fait preuve vos équipes là récemment. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple justement de cette créativité? Il y a eu un niveau d'énergie, de passion, j'allais dire, d'engagement qui était absolument incroyable. Donc ça fait plaisir en tant que leader, effectivement, d'avoir ce feedback-là. Alors, ils ont été d'abord à la fois très créatifs sur comment on arrive à faire des choses qu'on ne faisait jamais avant.
Donc, typiquement, je reviens sur des centres d'opération. On a besoin d'avoir des gens sur place pour aller regarder des grands écrans sur lesquels on a plein d'applications informatiques. Et en très peu de temps, on a été capable finalement de faire ça à la maison, ce qui n'avait jamais été imaginé. Ou bien alors d'aller opérer des grands projets. On devait mettre en place un énorme projet à l'aéroport de Séoul, donc évidemment qui était aussi au cœur de la tourmente. Comment on arrive à coacher les équipes à distance, finalement à minimiser les contacts. Donc, ils ont été intellectuellement sur le business très créatifs. Puis alors, l'autre partie qui, moi, m'a aussi bluffé, c'est ce qu'ils ont fait pour s'aider. Et alors, je prends juste un exemple que j'ai trouvé extrêmement bon. Ils ont utilisé Teams et Skype et je ne sais pas quoi pour effectivement déterminer dans l'équipe lequel allait être celui qui allait s'occuper des enfants à distance. Encore une fois, passer un peu de temps avec eux en leur racontant une jolie histoire, ce qui permettait effectivement à leurs collègues de se consacrer à leur travail de façon tranquille. Donc, j'ai trouvé ça vraiment superbe. Et donc, quelles sont pour vous les opportunités ou les dimensions positives que vous voyez se développer à travers cette crise? Une crise comme ça permet d'accélérer les collaborations. Enfin, tout le monde, finalement, est engagé pour répondre à la crise. Donc, les gens ont des idées et des choses qui n'étaient absolument pas acceptables avant deviennent tout à fait acceptables et normales. Donc, en fait, les gens trouvent des façons de travailler plus intelligentes. Et donc là, c'est un des nouveaux piliers, finalement, de notre gestion de crise, c'est comment on va changer notre façon de travailler pour avoir un nouveau SITA plus efficace. Et donc là, on a des opportunités sur, encore une fois, comment rendre un meilleur service et faire more for less, si je puis dire, vis-à-vis de nos clients, donc baisser nos coûts et être plus efficace. Après, SITA, donc on est dans un business, on va devoir rentrer sur des échanges d'informations, peut-être sur l'état de santé des patients, des voyageurs demain. Comment on peut faire évoluer nos produits pour prendre en compte cette nouvelle norme qui va sans doute être créée et qui permettra effectivement de s'assurer que quelqu'un qui voyage ne va pas transmettre le virus à toutes les personnes qui voyagent avec lui. Donc on se rend compte qu'on va devoir développer des nouvelles choses. Et puis, c'est des opportunités aussi d'aller arrêter des choses qu'on faisait qui sont vraiment finalement pas très utiles, qu'on n'osait pas forcément finalement challenger, mais que là, on va challenger très fortement. Mais à la fin, on trouve des ressorts que je pense on aurait trouvé beaucoup plus lentement dans d'autres occasions. Les gouvernements parlent maintenant aussi de plus en plus de leur stratégie de déconfinement. Comment est-ce que vous voyez la reprise justement du travail chez SITA? Alors, on a commencé à s'occuper de ça, évidemment, pays par pays. Alors, moi, ce que je dis aux employés de façon très claire, on a bien vu qu'on a des gouvernements qui sont très responsables et d'autres qui le sont beaucoup moins. Donc, moi, le premier point, c'est que je leur dis, il y en a une, si je puis dire, mais ce n'est pas que moi, c'est l'ensemble de l'équipe qui donne des ordres sur qui reprend le travail et comment, et c'est moi, et ce n'est pas votre président. Je veux que les gens soient safe, je veux effectivement qu'on soit assuré de tout. Donc, typiquement, je prends un exemple. Hier, les équipes me proposaient que finalement, le port du masque, s'il y avait plus d'1,50 m, finalement, on pouvait peut-être l'éviter. On a dit, c'est hors de question. Le jour où les gens vont travailler, on a tous des masques parce que on n'arrivera jamais, c'est des questions de sécurité chaque fois, à vérifier que les gens sont à moins ou plus d'1,50 m. Et puis de toute façon, les études montrent qu'effectivement, il y a des cas où on arrive à projeter des virus à bien plus de 3 mètres. Donc voilà, donc c'est le port du masque obligatoire. Donc on va faire ça très progressivement. On va faire ça en respectant finalement les mesures les plus conservatrices possibles, évidemment, en ayant aussi le souci de nos clients et de s'adapter aux besoins des clients. On va utiliser aussi les nouvelles habitudes, donc on va mettre les gens... on ne va pas envoyer tout le monde au bureau en même temps pour permettre effectivement d'avoir des distances plus importantes entre les personnes. Donc tout ça, on est en train de le regarder site par site et on en a énormément dans le monde, puisqu'encore une fois, on est dans 170 pays pour s'assurer effectivement que la santé de nos employés est là et aussi pour l'intérêt de nos clients et de l'entreprise. En guise de conclusion, Barbara, quelles sont vos recommandations clés que vous donneriez aux leaders et aux entrepreneurs qui nous écoutent par rapport à la gestion en étant incertain? Je pense que ce qui est fondamental, c'est d'abord de rester extrêmement proche des équipes. Donc, tout l'aspect de communication, comment on gère la communication est fondamental. Ce qui est intéressant, c'est de partager avec eux. Donc, ce qui est important, c'est la confiance finalement. Et donc, de ne pas leur cacher les choses. Donc, partager les bonnes et les mauvaises nouvelles. Donc, cette communication est fondamentale. Après, il y a le care des employés, le care des clients.
Et puis, je dirais de gérer la crise de façon très efficace. Donc moi, encore une fois, je fais des réunions de crise avec mon équipe de direction tous les jours, absolument tous les jours, pour m'assurer qu'il n'y a rien qui nous échappe, un client qui ne va pas bien, un employé qui ne va pas bien, un processus qui ne va pas bien, et d'être capable d'être réactif. Ça oblige à beaucoup de flexibilité. Puis le dernier conseil, je crois que c'est un conseil personnel. Moi, je dis toujours à mes équipes, on marche sur deux jambes. Hein, il y a le travail à la maison et puis il y a soi-même. Et je pense qu'il faut s'occuper de soi-même. Et je pense que on augmente sa résilience en s'occupant de soi. Donc, si je prends mon exemple, j'ai passé 10 heures en téléconf du matin au soir sans bouger de ma chaise trop. Et ben, je vais marcher. Je marche, je dirais, je marche presque 1 heure et demie, 2 heures par jour. Je fais du sport. Pendant le week-end, je m'assure effectivement que je maintiens une activité physique suffisante pour être capable effectivement de résister à la crise sur le long terme. Et c'est ce que je recommande à toutes mes équipes. Voilà, donc, s'occuper de soi aussi un petit peu, même quand on pense qu'on n'a pas le temps de le faire, on a toujours le temps de le faire un peu, bien dormir. Voilà. Et voilà, avoir du fun, avoir des moments où on rigole ensemble. Je crois que c'est important aussi pour dans un management de crise.